Je répète, je le redirai encore et encore, c'est un privilège. Et cela m'oblige de vous avoir devant moi. Parce que des milliers d'autres individus, de par le monde et au Sénégal en particulier, n'ont pas cette chance et ne peuvent pas s'accrocher à l'espoir que vous représentez pour sortir de la situation qui est la leur. Ousmane Sonko, comme je vous l'ai dit, souffre d'une insuffisance rénale du fait de sa grève de la faim, a eu une crise d'hypoglycémie sévère qui l'a amené à faire un malaise et à être admis aux urgences. Sa situation se stabilise. Je le répète, nous lui avons demandé de cesser sa grève de la faim et nous espérons qu'il comprendra les motifs de notre demande parce que nous considérons qu'il est trop important pour trop de personnes. Je l'ai vu à Rebus, son sort détermine le sort de milliers d'autres personnes. Ils attendent de lui qu'il soit à leur côté, y compris dans la difficulté et les épreuves que lui font traverser le régime actuel. Alors, sérieusement, avec la dissolution du parti de Ousmane Sonko, est-ce que vous êtes sûr qu'il sera candidat en février 2024? Nous ne sommes pas des porte-parole politiques, mais... Deuxième question, je loue votre courage, mais qu'est-ce qui prouve que quand vous-même vous dites que vous allez traduire Macky Sall devant la CPI, quelles sont les chances pour qu'une telle demande aboutisse? Sur la première question, la dissolution du PASTEF, de la même façon que les tentatives de mettre fin à la candidature d'Ousmane Sonko en prétextant d'une contumace, donc d'un jugement par contumace, ne sont que des arguties juridiques sans effet. Ousmane Sonko, jusqu'au bout, portera la parole du grand peuple des déshérités et s'assurera qu'elle soit portée aux élections qui viennent. Que ce soit à travers le PASTEF, si les recours qui ont été engagés par mes confrères au Sénégal aboutissent, ou à travers un autre parti de la coalition d'opposition qui s'est mise en œuvre, que ce soit en son nom, si Macky Sall revient à la raison et cesse cette persécution judiciaire contre lui, ou à travers d'autres personnes qui pourront se présenter en son nom et porter sa parole, à qui il donnera mandat pour le faire, et contre lequel Macky Sall ne pourra rien. Et ça, c'est un message important que nous adressons respectueusement au président du Sénégal. Il nous semble impossible d'éviter qu'en février 2024, les idées d'Ousmane Sonko soient représentées, et il est donc déraisonnable d'insister sur cette voie. Et en ce qui concerne la Cour pénale internationale, nous ne sommes pas juges et nous ne sommes pas procureurs. Et je pense qu'en général, lorsque l'on fait le choix de la défense de la robe, c'est justement parce que nous ne souhaitons pas devenir juge ou procureur et de prendre en main le destin d'autres personnes et de faire face à des responsabilités qui peuvent amener à des destins tragiques. Nous n'avons donc jamais affirmé que nous allions traduire en justice Macky Sall. Cependant, les procédures que nous avons enclenchées auprès du procureur de la Cour pénale internationale, auprès des procureurs français et des juges d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris ont toutes les chances de prospérer. Les victimes sont constituées, au-delà, évidemment, des membres du PASTEF, des familles de victimes de meurtres, de torture. Les faits sont établis, sont étayés, et le travail que nous avons effectué, qui a été rendu public, est suffisamment solide pour lancer l'ouverture d'une instruction qui mettra fin à toute forme d'impunité. Cependant, nous l'avons dit et nous le répétons, notre espoir, parce que c'est l'espoir d'Ousmane Sonko, c'est que cette résolution soit sénégalaise, d'abord politiquement et ensuite judiciairement. Ousmane Sonko est un souverainiste et il considère que c'est au peuple, et en particulier au peuple africain, de régler leur propre destin. Et si jamais une transition démocratique intervenait au Sénégal, ce serait de façon privilégiée cette solution qui serait adoptée, que ce soit par la création de chambres mixtes et d'un tribunal ad hoc qui permette de juger ces crimes, ou à travers l'utilisation des juridictions naturelles qui sont aujourd'hui en capacité de poursuivre des personnes pour ces faits. Encore une fois, notre seul tort dans la défense de cet homme, et il me semble, d'avoir permis une réduction de la violence au Sénégal. Et il est important que ce travail continue. Il est important que l'on comprenne que ma venue au Sénégal, contrairement à ce qui a pu être affirmé, n'était pas une provocation, n'était encore moins une transgression ou la commission d'un quelconque délit, mais elle était au contraire la réaffirmation de principes fondamentaux de tout régime démocratique et libéral qui consiste à permettre à un homme d'être défendu
par l'avocat qui se choisit, et de ne pas voir cet avocat poursuivi du fait de cette défense. Ibrahim Daïka News, par rapport à votre contrôle judiciaire, est-ce que c'est faisable? Quelles sont les conditions? Est-ce que vous pensez que c'est une décision sérieuse ou simplement un bluff de la part des autorités judiciaires du Sénégal, avec tout le respect qu'on les accorde? Aussi, j'ai lu quelque part que par rapport à votre mandat international, d'arrêt international, c'est un procureur de la République qui devait le faire, au lieu le contraire, c'est le procureur général qui devait le faire, au lieu d'un procureur de la République. Est-ce que ce mandat, est-ce qu'il est exécutable ou pas? La justice a été instrumentalisée dans cette affaire et continue et continuera de l'être. Il ne s'agit donc pas pour moi de rentrer dans un débat qui virera à l'argussie rapidement, qu'il soit procédural ou pas. Les seuls mots que j'ai prononcés devant la justice sénégalaise, comme cela a été rappelé publiquement, sont les mots qui ont été prononcés par l'une des figures les plus importantes du panafricanisme, Thomas Sankara, dans un discours à l'ONU. Ces mots étaient « Seule la lutte libère ». Ces mots sont la seule réponse que j'ai adressée à la justice sénégalaise, non par défiance, mais justement par respect. Et c'est ces mots auxquels je me tiendrai aujourd'hui en réponse aux procédures qui ont été enclenchées à mon encontre. J'appelle encore une fois le régime sénégalais à sortir de l'instrumentalisation des questions judiciaires et à rentrer dans une discussion de fond, enfin, avec ses opposants, afin de permettre la transition démocratique à laquelle tous aspirent au sein de ce pays. Il y a ces avocats, je le disais tout à l'heure, il y a un des avocats, notamment mon confrère, qui a été empêché de se rendre au Sénégal. Il y a un des confrères qui était constitué dans le dossier la veille de l'audience, a fait l'objet d'une mesure l'empêchant immédiatement d'exercer son métier d'avocat. Et le client n'a pas été autorisé, enfin, le client ne pouvant pas, pour des raisons de santé, prendre part à son procès. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de le condamner malgré son absence, malgré l'absence des avocats. Et puis, c'est pas fini. Lorsque la décision a été rendue, le ministre en question, qui avait engagé la procédure, qui avait déposé plainte contre M. Ousmane Sonko, lorsque le verdict a été rendu, a exprimé sa satisfaction. Quelques instants après, a dit qu'il allait interjeter appel parce que ce qui l'intéressait, c'était pas la condamnation pécuniaire de M. Ousmane Sonko, puisqu'il était il était de partie civile. Mais ce qui l'intéressait, c'était l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. Si vous constatez, dans les sorties médiatiques des ministres, je ne parle pas de procureurs, mais des ministres, chaque fois qu'ils interviennent, ce qui ressort de leur préoccupation, c'est l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. Donc, l'institution, tout le monde est d'accord, l'institution judiciaire sénégalaise est discréditée par le pouvoir en place. Elle est instrumentalisée, que ce soit contre les avocats de M. Ousmane Sonko, que contre M. Ousmane Sonko lui-même. Donc, à partir de là, effectivement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la justice sénégalaise repose sa tâche au droit pour rendre ses décisions, ou bien il faut une logique politique et pour pousser les autorités à prendre conscience qu'il faut que ce pays soit libéré. Donc, s'il faut attendre à ce que la justice sénégalaise donne à Ousmane Sonko l'autorisation de se présenter aux élections présidentielles, je pense que là, c'est faire vraiment preuve de naïveté. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'il s'agit d'un problème politique, et la réponse ne peut être judiciaire mais politique. Voilà. Maître Bamba Diop Dakar, de sources très proches, vous avez versé des chocolates en prison. Est-ce pour implorer une situation quelconque en prison ou bien pour implorer votre liberté au gouvernement? Je pense qu'il y a une forme d'indécence à m'interroger sur les états d'âme que j'aurais pu avoir ou non dans des conditions qui, vous l'imaginez, étaient particulièrement dures. Je pense avoir maintenu une forme de dignité à tout instant, notamment face aux autorités sénégalaises, qu'elles soient policières ou judiciaires. Je pense avoir aux côtés de mes frères et sœurs de lutte tenu droit à tout instant, de façon toujours respectueuse mais exigeante, sans concéder à quelconque moment.
à une quelconque forme de peur, d'intimidation, malgré les forts dangers auxquels nous étions confrontés. Nous continuerons à le faire, encore une fois, que ce soit auprès d'Ousmane Sonko ou des nombreuses personnes qui luttent à travers le monde et que nous avons eu l'honneur et le privilège de défendre. Le Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, dont je rappelle qu'il est encore enfermé dans une prison antiterroriste après des années de persécution par les États-Unis, qui a fait l'objet de cavales similaires à celles qu'a subi Ousmane Sonko, et qui n'a eu pour seul tort que de rendre publiques des informations d'intérêt général concernant des crimes commis par des pouvoirs occidentaux. J'ai eu son sort à l'esprit très souvent au cours de ces jours, où j'ai été arrêté, placé en garde à vue, d'abord en Mauritanie, puis enlevé, transféré à Dakar, et dans les jours précédents, parce que j'avais conscience du risque du piège qui me serait tendu. J'avais souvenir, de façon précise, que le mandat d'arrêt international, dont on n'est pas certain de son existence réelle, qui avait été annoncé par le procureur de Dakar, avait été précédé 48 heures avant d'un signalement du Quai d'Orsay aux autorités judiciaires françaises. Et nous avions la conscience d'une potentielle instrumentalisation de cette situation à des fins politiques, politiciennes, dans mon pays, en France, et de l'instrumentalisation de l'instance judiciaire, non plus seulement à Dakar, au Sénégal, mais également en France. Et dans ces conditions-là, il m'apparaît important de rappeler l'universalité de la lutte à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, et de l'importance partout de veiller pour respecter les principes que nous dénonçons, parce qu'il en va de la souveraineté des peuples, de leur capacité à défendre leur bonheur et leur droit à la souveraineté et à l'intégrité, et parce qu'il en va potentiellement de notre destin à tous. Les juges auxquels j'ai été confronté à Dakar, les magistrats, pourront demain faire l'objet de cavales similaires à celles que nous avons subies en tant qu'avocats. Il faut qu'ils en aient conscience. Si notre Europe ne nous protège pas, si la fonction de journaliste, si le mandat, parce qu'il y a de nombreux maires qui sont aujourd'hui détenus à Dakar, démocratiques, si ce mandat démocratique ne protège pas, eh bien, c'est l'ensemble des corps intermédiaires, comme on les appelle, qui sont exposés. Alors quelque part c'est bien, parce que ça leur permet de vivre avec la peur que connaissent les simples citoyens, entre guillemets, de se rendre compte de cette vulnérabilité, de ne pas se sentir protégé, mais de l'autre côté, évidemment, ça fragilise l'ensemble des institutions et donc la stabilité du pays. Il faut prendre garde, à force de vouloir préserver à toute fin notre influence, la sorte de cohésion artificielle que les régimes autoritaires permettent sur un territoire donné de mettre en œuvre, de ne pas nourrir, de ne pas mettre en germe la violence, voire la guerre civile. Parce que la décomposition des territoires et des États de la sous-région est encore envisageable, avec des conséquences catastrophiques qui pourraient émerger. Et il ne faut pas oublier que le phénomène djihadiste est nourri par des logiques de concurrence étatique, est nourri par le système tel qu'il existe aujourd'hui, et tel qu'il est maintenu artificiellement sous respiration artificielle par nos régimes politiques. Il y a vraiment une réflexion à avoir de fond là sur ce qui est en train de se passer. Je pense que ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Niger de façon coagulée, et évidemment s'influençant mutuellement. La position de la France, des États occidentaux au Sénégal, est influencée par ce qui se passe au Niger, est influencée de façon générale par les changements politiques qui sont intervenus au Burkina, au Mali, qui s'installent, s'enracinent au Centrafrique, et la peur que cela suscite en nos gouvernants. Sauf que cela peut amener à des mauvais choix, à des erreurs, voire à des qui auront des conséquences potentiellement catastrophiques pour les peuples qui seront pris en otage de ces luttes d'influence. Il faut sortir justement de cette dynamique qui consiste à favoriser un tel régime ou un autre sur le fondement de lutte d'influence géopolitique. Il faut renouer avec une forme de coopération et d'engagement avec et pour les peuples. La politique diplomatique de la France, si elle souhaite retrouver son influence, doit s'adresser directement aux populations, doit mettre en place des politiques d'investissement, d'éducation, de formation, d'échanges culturels à égalité, dans les deux sens, qui touchent directement les populations. C'est la seule façon pour la France de recouvrer une forme de respect et une forme d'écoute au sein de populations qui n'en peuvent plus. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo,
Pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous.